C'est donc à moi que l'honneur est fait de présider cette dernière demi-journée de ce colloque de rentrée. Et on va essayer de garder l'idée d'être ponctuel. Et donc, on va passer tout de suite à la première des communications, celle de Dario Mantovani. Alors, il est chez lui, donc la première diapositive le présente à ceux d'entre vous qui éventuellement ne le connaîtraient pas, puisqu'il a quitté l'université de Pavie en 2018 pour nous rejoindre. Et je dirais juste que son dernier ouvrage sur les juristes écrivains est disponible non seulement aux Belles Lettres, mais ceux d'entre vous qui voudraient déjà le goûter peuvent aller sur Open Edition Books, puisque vous savez que le Collège de France est associé à cette opération, et donc vous pouvez lire en ligne les livres qui sont parus dans cette collection nouvelle qui s'appelle Docet Omnia, qui a déjà 4 ans d'âge, et dans laquelle est paru cet ouvrage notamment. Et donc cette page de publicité étant faite, j'invite Dario Mantovani à nous rejoindre pour sa communication. Le droit est-il civil? La civilisation comme mot et comme récit. Bonjour. Dès la Grèce antique jusqu'à nos jours, un des plaisirs auxquels les historiens ne savent pas renoncer est celui de nommer le premier inventeur, le protos euretes. L'histoire du mot civilisation a elle aussi son premier inventeur. Il a été souvent été au centre de la scène de ces journées, en particulier hier matin, Victor Richetti, marquis de Mirabeau. C'est à son livre L'Ami des hommes, ou Traité de la population, imprimé anonymement en 1756 et paru l'année suivante, que l'on fait remonter la première occurrence écrite du mot civilisation en français, qui serait d'ailleurs la première langue à avoir employé ce terme, ensuite reçu par plusieurs autres langues européennes, notamment par l'anglais. L'Ami des hommes de Mirabeau père fut réimprimé presque 20 fois en 5 ans, et le mot civilisation, lui aussi, jouit d'une grande fortune. Les historiens ont retracé très bien le trajet au fil duquel le terme s'est imposé en France, d'abord comme simple mot, ensuite comme schéma désignant le processus typique en vertu duquel l'humanité tout entière s'arrache graduellement à l'état de sauvagerie, plus tard comme maître mot, lui aussi objet de réflexion, et enfin comme terme descriptif au pluriel en son sens ethnographique archéologique, qui est au fond celui de notre nouveau Institut des civilisations. Et hier, François Héran nous a montré aussi la diffusion en termes de lexicométrie. C'est donc par une autre voie que j'aborde le sujet, m'attaquant à l'histoire du mot avant Mirabeau. À cela, je suis fidèle à un propos d'Aristote. Il est préférable de s'efforcer de faire connaître les choses postérieures par les choses antérieures, car un tel procédé est plus productif de savoir, disait-il. C'est le chemin que je tâcherai d'emprunter, mais vous pourriez m'opposer que si Mirabeau a été le premier inventeur du mot civilisation, comment pourrait exister une histoire du mot avant lui, avant 1756 ? En effet, la question de la priorité demeure ouverte, bien plus qu'on a l'habitude de le rappeler. Déjà, Lucien Febvre, en 1930, juste avant d'entrer au Collège de France, se demandait s'il s'agissait vraiment d'une invention française ou plutôt anglaise. Car les deux langues, bien avant l'apparition du substantif, connaissaient et employaient largement le verbe civiliser, to civilize, et le participe civilisé, civilized, justement pour désigner le phénomène qui sera ensuite exprimé par le substantif. Il y avait donc dans les deux langues les mêmes conditions préalables pour aboutir à la même création lexicale. En 1954
Émile Benveniste, alors titulaire de la chaire de grammaire comparée au Collège de France, découvrit dans le traité majeur d'Adam Ferguson, Essay on the History of Civil Society, publié en 1767, ce qu'il croyait être la première attestation du mot en anglais, donc, encore une fois, un premier inventeur. Cette découverte par Benveniste semble, à première vue, solder définitivement le compte à la faveur de Mirabeau et de la langue française, à laquelle il faudrait reconnaître une priorité lexicale de 10 ans. Une autre occurrence a été ensuite repérée par le dictionnaire anglais d'Oxford chez John Gordon, remontant en 1761. Et pourtant, Benveniste lui-même, qui avait découvert l'occurrence chez Ferguson, concluait son article en suggérant la nécessité de nouvelles recherches à poursuivre en Angleterre et qui seules pourront élucider les points que nous laissons encore en suspens. Si la civilisation a été inventée 2 fois, en France et en Angleterre, indépendamment et vers la même date, ou si c'est les Français qui l'a seule introduit dans le vocabulaire de l'Europe moderne. Ces 2 dernières années, 2 chercheurs anglophones, Keith Thomas et Huff Bergeton, ont attiré l'attention sur des occurrences antérieures en anglais sans pourtant approfondir davantage leurs recherches. Et ces colloques m'a paru une bonne occasion de rendre aussi hommage à ces grands savants du Collège de France en relevant leurs suggestions pour essayer de répondre à la question restée en suspens. Comme nous le verrons, c'est la première alternative posée par Benveniste qui est la bonne. Le mot a été inventé en effet 2 fois, mais pas en même temps comme il est suggéré. Ce fut, surprise, l'anglais qui, pour la première fois, a utilisé le mot, et, deuxième surprise, un siècle tout juste avant Mirabeau. Et pour cette recherche, j'ai bien sûr pu profiter d'outils dont ne disposaient pas les générations précédentes. Vous le voyez déployé ici. Il n'y a pas seulement du malaise dans la civilisation, elle apporte également des bienfaits, parmi lesquels la possibilité d'accéder à des corpus de textes digitalisés, à des bases de données lexicographiques. Et donc, je souhaite partager avec vous les résultats de mon enquête. Je fais référence surtout au 18th Century Collection Online. Il s'agit d'une base de données assez savante, avec des transcriptions presque sous forme d'édition critique. La première occurrence en anglais remonte à 1656, tout juste 100 ans avant Mirabeau. On la retrouve dans Walter Montagu, un abbé bénédictin qui étudia à Cambridge et qui travailla pendant une longue période en France pour la diplomatie anglaise et fut finalement naturalisé et résida auprès de la cour de Marie de Médicis. On parle de lui comme une sorte d'agent secret. C'est un passage qui, évoquant l'attitude qui convient aux femmes, distingue entre un désir de connaissance méritoire et une curiosité déplorable. Voilà donc celle que nous devons considérer à ce jour comme la première occurrence du mot civilization dans une langue européenne. Elle est enregistrée également comme telle par le Oxford English Dictionary, mais il ne faut pas s'arrêter à la surface. Si on regarde l'œuvre de Montagu de plus près, on se rend compte qu'il s'agit de la traduction d'un traité originellement écrit en français par le frère franciscain Jacques Dubosc, intitulé « L'honnête femme », dédié à la duchesse d'Aiguillon, la nièce favorite de Richelieu. C'est elle, dit l'œuvre originale, c'est elle, c'est-à-dire la divine curiosité des philosophes, qui nous a enseigné la morale, la police, la civilité et ce qui est utile à la vie civile. This that has taught us more morality, civility, policy, and what is useful to the civilization of our lives. Traduit Montagu. Lire en parallèle ces 2 versions du même texte nous permet, du point de vue philologique, de constater, pour ainsi dire en prise directe, l'évolution différente de 2 langues au milieu du XVIIe siècle. Là où le français disait « vie civile », l'anglais traduit « civilization of our lives ».
Le mot, qui était déjà disponible en anglais, ne l'était pas encore en français. Cela devient encore plus évident si l'on observe que les autres mots de cette phrase sont en revanche traduits par des termes absolument correspondants dans les deux langues. Quant au contenu, civilization embrasse ici un éventail plus large que la seule civilité et politesse, s'étendant à tous les aspects de la vie en société, y compris la morale et surtout la police, donc jusqu'à l'organisation politique. Un concept assez développé, tout comme il le deviendra à la fin du siècle suivant en France. À partir de 1656, civilization revient régulièrement dans la littérature anglaise. Il s'agit d'abord d'une occurrence qui n'a pas été enregistrée dans les dictionnaires d'Oxford, qu'on lit l'année suivante dans un ouvrage de John Davis, The History of Magic. Cet ouvrage cherche à démentir les soupçons de magie jetés sur plusieurs personnages de l'histoire ancienne et moderne, parmi eux Orphée, dont certains poètes chantaient l'habilité à charmer les animaux, à s'en faire obéir, mais l'auteur de cet ouvrage propose de lire ces vers allégoriquement. Il ne s'agit pas de magie, mais de législation. Orphée, en tant que législateur, civilisa par ses lois des peuples farouches. Pour exprimer cette idée, John Davis emploie l'expression « It must then be understood of the civilization which is law, wrought upon savage and barbarous people, reducing them to quiet and better conversation. » Mais consulter ce volume nous réserve des surprises. Ici, de nouveau, nous avons affaire à une traduction d'une œuvre en français écrite par Gabriel Naudet, le savant qui est à l'origine de la bibliothèque Mazarine. La première édition française fut publiée en 1625. Encore une fois, ce parallélisme nous permet de vérifier l'état des deux langues. L'anglais emploie le mot là où le français en manque, mais une autre constatation, et non de moindre, s'impose. Les deux cultures partagent le même concept, c'est-à-dire que l'écrivain français concevait l'évolution d'une population d'un état farouche, sauvage, à une vie mieux policée, bien qu'il n'employât pas le mot civilisation, ce qui démontre que vraiment les deux mondes étaient très proches. C'est que Naudet utilise le verbe civiliser, là où son traducteur utilise le substantif civilization. Bref, nous avons la confirmation de ce que Fèvre et Benveniste soulignaient, c'est-à-dire que les conditions pour le développement précoce du substantif étaient remplies bien avant Mirabeau. En revanche, on voit que l'anglais fut le plus précocement inventif, faisant le saut du verbe à son dérivatif. Situation semblable. Dans ce cas, il s'agit d'une œuvre encore signée par John Davis, mais qui dit « When kingdoms are come to their heightened point of politeness and civilization, it argues the approach of their declination ». Il s'agit ici d'une traduction de l'ouvrage immortel de La Rochefoucauld. La politesse des États est le commencement de leur décadence. Au vu de la maxime originale, où le mot utilisé politesse, on voit politesse des États. On voit encore plus clairement dans ce cas que le mot civilization ne désigne pas une action, donc ce n'est pas un substantif qu'on nomme perfectif, mais un état, une condition. Nous avons donc là un usage précoce du perfectif qui anticipe celui que nous connaîtrons à la fin du siècle suivant. Donc c'est un usage du perfectif et non pas de l'imperfectif. Mais ce n'est pas seulement quand il est confronté à des livres français que Davis a recours au mot civilization. En 1679, il publie un recueil d'observations politiques et militaires. Apparemment, il s'agit d'un ouvrage original, mais dès que j'ai lu ce passage, j'ai ressenti quelque chose de familier. Il s'agit en effet d'une traduction libre du prologue des discours sur la première décade du titre livre en italien, où Machiavel se plaint que la sagesse des anciens
si bien observé dans le droit à la médecine, n'est pas prise en compte dans la politique. Alors, dans la première partie que j'ai indiquée, en rouge, vous trouvez une traduction presque fidèle, littérale. La deuxième partie, où les mots civilization que j'ai souligné se trouvent, est une traduction plus libre. Et pourtant, le mot traduit une pensée qui imprègne également le texte italien, l'idée d'une société bien policée et agencée. J'ai pu repérer jusqu'à la fin du XVIIe siècle 3 autres occurrences du mot en anglais, toutes sous la plume de Davis. Nous pouvons conclure notre enquête lexicale. Civilisation se révèle comme un mot en voyage parmi les cultures. C'est l'anglais qui a pris le devant en termes de créativité. Cela a eu lieu au cours d'une opération de traduction. Ce n'est pas un hasard, parce que je pense que toute traduction est en effet une fabrique de la langue, et c'est à John Davis qu'il faut restituer le rôle de premier inventeur à côté de Mirabeau, de Ferguson, et c'est là bien avant eux. Et donc il mérite qu'on le présente brièvement. Né en 1625, à Kidwelly, au pays de Galles. Il entra à Oxford, mais à cause de la guerre civile, il s'est rendu à Cambridge en 1646. Il fit un séjour en France, dont il apprit la langue. De retour à Londres, vers 1652, il se consacra à la traduction de livres pour le compte des libraires. On en décompte plus de 30. Il s'agit donc, pour ainsi dire, d'un traducteur professionnel, un pont entre les cultures. La culture anglaise, les cultures italiennes, allemandes et surtout françaises. Un constat permet d'achever cette esquisse. Après les occurrences dans ces 6 œuvres de John Davis, les mots disparaissent de l'anglais écrit jusqu'à l'œuvre de Gordon en 1761 et après celle de Ferguson. Il s'agit donc d'un mot qui est vraiment un néologisme, une création d'un homme, pour répondre donc à la question de Fèvre de Benveniste. Donc oui, les mots ont été inventés 2 fois. Il faut admettre que c'est l'anglais qui a été le plus précoce. Mais pour tout dire, par un homme qui s'était civilisé en France. Voilà un cas dans lequel la philologie, sous forme de recherche lexicale et d'attention au contexte, ramène notre attention sur l'histoire des idées. Car il serait injuste, je pense, de reléguer l'exploit, l'invention de John Davis au rang des anecdotes pour s'en débarrasser, en sous-estimant l'éclairage qui nous vient du fait qu'il faut anticiper la date de naissance du mot par rapport à ce qui est normalement retenu. On a toujours un peu ce mouvement. Cette antériorité nous apporte en revanche la démonstration la plus efficace de ce que la présence du verbe civiliser au fond révélait déjà, c'est-à-dire que le concept lui-même était déjà présent bien avant que Mirabeau. Et Ferguson recommence à l'utiliser. Ainsi, John Davis a pu inventer les mots parce que l'idée existait déjà inscrite en creux sur l'horizon conceptuel européen. C'est pour cela que du mot, je me tourne maintenant très brièvement vers son contenu. Et donc, vous verrez aussi le style de mon exposé changer. Je me bornerai seulement à des lignes très simples. Il serait bien sûr impossible de retracer ici toutes les manifestations de cette idée avant le XVIIIe siècle. Et comme le dit le titre de mon exposé, j'ai donc choisi de me concentrer pour cette dernière partie sur un récit qui a été, à mon sens, un des foyers majeurs de l'idée des civilisations. Parce que donc le problème, c'est se demander pourquoi il y avait déjà cette, comment on peut dire, cette situation qui permettait d'envisager les mots. Alors, quel était l'arrière-plan? Donc, un des éléments de cet arrière-plan, à mon sens
assez important. C'est un type de récit qui a pensé l'histoire de l'homme comme une succession d'étapes. C'est un récit que nous le verrons en son cœur le droit. De ces schémas, il y en a dans toutes les cultures, mais je me borne, parce que je ne connais que ceci, à l'Antiquité gréco-romaine, d'abord par ignorance, mais aussi parce que ce type de récits qui viennent de l'Antiquité gréco-romaine ont pu avoir une influence plus importante sur la pensée européenne. Cette anthropologie politique ancienne était ordonnée soit par une démarche régressive, soit par une dynamique améliorative. On est précipité d'un âge d'or à un état caractérisé par des souffrances et des injustices, ou inversement, on s'élève d'un état de vie semblable à celui des bêtes sauvages qui s'améliore progressivement. Il en existe des dizaines de versions qui se sont souvent contaminées entre elles. Il n'est pas possible de les passer en revue. Et j'en rappelle les plus influentes. Et je commence par les versions descendantes. La plus ancienne est celle que propose Hésiode dans les Travaux les Jours, et qui représente l'histoire de l'humanité comme une chute conduisant d'un âge d'or pendant lequel le mortel vivait sans travaux ni souffrance, car le sol fécond produisait de lui-même une abondante et généreuse récolte. Donc il y a, si vous voulez, un côté économique. Un âge de fer, celui des hommes actuels, époque des misères et des crimes. La vision d'Hésiode a été reprise sans grande modification par Aratos. Il nous a livré l'image saisissante de la Vierge Justice qui, écœurée par le dérèglement progressif de la société, abandonne la terre et se transforme en étoile. Cette représentation pénètre dans la culture latine et son image la plus éblouissante est celle de peinte par Ovide dans ses Métamorphoses. Mais une chute de l'âge d'or vers le bas-fond du présent n'est pas la seule destinée que la pensée gréco-romaine a cru accorder aux hommes. Elle a également élaboré une vision de l'évolution de la société ordonnée par une dynamique améliorative, optimiste. Au départ, l'état des natures serait marqué par des privations qui rapprocheraient l'homme davantage de la bête que de l'humain, et la civilisation est ainsi rythmée par l'invention des instruments nécessaires pour transformer les individus en communautés. Plus spécifiquement, la civilisation est ce qui fait devenir l'homme humain. Je n'insiste pas davantage sur cette notion d'homme qui s'est fait homme, dont le rôle conceptuel fut crucial dans l'Antiquité. Je me borne donc à la structure du récit. Ce modèle optimiste remonte au moins à Démocrite d'Abdère, philosophe matérialiste, et il a ensuite inspiré Épicure et par son intermédiaire constitue la base du tableau du 5e livre du récit du poème de Lucrèce sur la nature. Et Épicure inspire à son tour la poésie d'Horace. Cicéron en propose une version influencée par le stoïcisme, mais ce schéma se trouve aussi dans les textes des juristes romains dès qu'on ouvre la première page du Digeste de Justinien. Je vous avoue, je pense qu'il ne faut pas trop souligner le fait que ce type de récit imprègne la culture européenne. Permettez-moi un aveu, souvent, quand nous lisons l'énième histoire des progrès des sociétés humaines, qu'il s'agit des récits anciens, comme celui de Montesquieu ou de Giambattista Vico, ou de Condorcet, ou des travaux plus récents, ne sommes-nous pas pris par une sorte de déjà-vu? Peut-être c'est justement le fait de la reproduction parfois inconsciente de ce type de schéma. Et si ces deux anthropologies sont profondément divergentes, voire antithétiques, celle descendante et celle ascendante, elles ont pourtant un point en commun, le droit. Et donc j'espère de pouvoir, en certain sens, faire le pont, au risque de tomber dans l'eau, pour l'exposé de ma collègue Samantha Besson. Les deux visions débutent sur une phase où le droit est absent.
les hommes de l'âge d'or n'en ont pas besoin car tout leur est donné. Ils ne connaissent pas l'injustice. Et si en revanche l'étape initiale est celle de l'autre vision, l'étape est celle de l'état sauvage, le droit n'y est évidemment pas présent non plus, car les sauvages n'ont pas de lois. Les deux visions se croisent là où l'état des rapports entre les hommes rend nécessaire l'introduction du droit, soit pour freiner la chute de l'âge d'or vers l'abîme, soit pour permettre le saut décisif vers l'état civilisé. Ces histoires naturelles de la civilisation incorporent, je dirais, structurellement l'archétype de la naissance du droit civil, du droit de la cité. Pour vous rendre plus évident le rôle fondateur du droit dans ce genre de représentation, je vais vous lire un petit exemple. J'ai choisi un récit du type ascendant, optimiste, car si l'on pense de deux visions que l'Antiquité nous a léguées, celle ascendante et celle descendante, c'est plutôt la vision ascendante que les Lumières ont retenue. Pour représenter ce type de pensée, mais les Lumières ont aussi bien mémoire de la vision plus critique. Donc il y a là aussi, on voit très bien l'héritage ancien. Et donc pour représenter ce type de vision ascendante, j'ai choisi Cicéron. Son traité le plus important sous cet angle serait le De Officiis, le traité sur les devoirs, qui est la matrice de tout traité humaniste sur le savoir-vivre, mais aussi une source d'inspiration pour l'élaboration du droit des gens et de l'homme. Mais comme le traité sur les devoirs de Officiis est très développé, pour faire court, je vous propose l'exorde du premier traité de rhétorique de Cicéron, le De Inventione. Si nous souhaitons considérer l'origine de ce que l'on nomme l'éloquence, nous découvrirons qu'elle est née pour des motifs très honorables. En effet, il y eut un temps où les hommes erraient au hasard dans la campagne, comme des animaux, se sustentaient avec une nourriture sauvage, ne faisaient rien en se guidant sur la raison, mais réglaient presque tout par la force physique. On ne tenait compte ni des cultes envers les dieux, ni des devoirs envers les hommes. Personne n'avait vu de mariage légitime, personne n'avait porté ses regards sur des enfants qu'il reconnaissait comme siens et n'avait compris l'utilité d'un droit équitable pour tous. Aussi, en raison de l'erreur et de l'ignorance, la passion aveugle et réfléchie régnait en maîtresse sur les esprits abusés de la force physique. Cette époque, un homme manifestement supérieur et sage comprit les capacités qu'en tenait l'esprit humain si l'on parvenait à faire apparaître ces qualités, à les améliorer par l'éducation. Ces gens, disséminés dans les campagnes, retirés dans des cabanes au milieu de forêts, en usant d'un talent particulier, les conduisit et les groupa dans un même endroit. Il les poussa à toutes les occupations utiles et honorables. Au début, ils protestèrent devant ces nouveautés, puis, en raison de sa sagesse et de son éloquence, ils écoutèrent avec davantage d'intérêt, et des farouches et sauvages qu'ils étaient, il les rendit doux et tranquilles. Les villes, une fois établies, comment aurait-il pu se faire que les gens apprennent à respecter leurs paroles, observer la justice, s'il y avait eu des hommes pour les persuader, grâce à leur éloquence, de ce qu'ils avaient trouvé grâce à leur sagesse. Il est évident qu'aucun individu doté d'une très grande force physique, à moins d'être convaincu par un discours rempli de gravité d'agrément, n'aurait voulu en arriver au droit sans violence, où il acceptait d'être sur le même plan que ceux qu'il pouvait dominer. Alors cette page est la première qui nous soit parvenue de Cicéron, qu'il écrivit quand il n'avait qu'une vingtaine d'années, et donc il faudrait la contextualiser. Et bien sûr, vous avez remarqué la centralité de la notion d'éloquence. Il s'agissait de l'introduction, il fallait motiver les jeunes gens à étudier l'éloquence, s'impliquer. Mais disons, ce n'est que l'adaptation d'un schéma bien plus répandu. Et de quoi s'agit-il sinon d'un récit de la civilisation? Pour Cicéron, dans ce tableau, les hommes à l'origine
erraient dispersés, les plus forts s'imposaient au détriment des autres, il n'existait pas de vraies religions, ni des devoirs sociaux, les mariages étaient inconnus, vous voyez, l'idée que la famille serait le premier ressort de la cité, personne n'était conscient de l'utilité d'un droit égal pour tous, et Cicéron, à cet instant, introduit la figure du sage, justement doué d'une puissante éloquence, et qui s'est réveillé la meilleure part de l'homme, celle qui le pousse à la sociabilité en le convainquant de s'unir à une communauté, notamment à se doter d'un droit qui garantisse à chacun qu'il dispose du sien sans craindre de violence. Donc, pour répondre, j'arrive très vite à la conclusion, mais donc pour répondre à l'interrogation qui donne le titre à mon exposé, oui, le droit est civil, au point que sa naissance dans ce type de récit constitue le seuil décisif de la civilisation. La pensée occidentale, dès le Moyen Âge, a toujours eu ce récit cicéronien bien présent à l'esprit, comme le vient de montrer ce beau livre de Kari Nederman, d'autant plus que son traité sur l'invention rhétorique fut longuement à la base de l'éducation littéraire. On décompte plus de 300 manuscrits jusqu'au XVe siècle de Invenzione. Et pour ne faire qu'un exemple, Bartolomé de las Casas s'en servit dans son combat pour démontrer que les habitants des Amériques étaient des véritables hommes. Comment être surpris de voir que bien avant Mirabeau, il y avait les conditions pour exprimer ce que Cicéron apprenait à tout écolier. Aucune mythologie de la proximité de ma part quand je fouille dans ces récits anciens. Je veux seulement montrer que souvent ils représentent l'implicite de nos discours, surtout s'ils ne sont pas consciemment remis au grand jour. Et pour ne faire qu'un exemple des conséquences qu'on peut tirer, nous comprenons d'emblée pourquoi il est si difficile pour tout chercheur de s'y libérer du droit comme composante décisive du processus de civilisation. Cela arrive même paradoxalement lorsqu'on s'efforce d'employer le terme civilisation dans son sens le plus descriptif et neutre que possible, disons dans un sens ethnographique. Par exemple, on le voit dans le livre récent et bien connu de James Scott, Homo Domesticus, qui met justement l'État et ses lois au centre de sa réflexion, même si ce n'est que pour affirmer que l'État n'a pas amélioré la vie des groupes humains, mais a contribué au contraire à les domestiquer, à les réduire à un travailleur, à un contribuable, les arrachant à une vie pré-étatique où ils étaient moins exploités. Donc même une anthropologie anarchiste, comme s'autoqualifie celle de Scott, est amenée à mettre au centre l'État. Pour conclure, je souhaite vous présenter deux conséquences de l'adoption de ce schéma conceptuel, car un récit n'est jamais neutre. D'abord, si l'on pense aux deux visions anciennes de l'histoire de l'humanité, on comprend pourquoi on nourrit un sentiment, il faut l'avouer, toujours un peu ambigu envers le droit. Si le droit a été créé pour endiguer la violence, il est, pour ainsi dire, souillé par son origine. Et disait Rousseau, sans les injustices des hommes, à quoi servirait la jurisprudence? Deuxième conséquence, que je considère une conséquence assez importante sur le plan, j'ose dire, de la philosophie du droit, ce que les hommes souhaitent en se groupant en société dans ce type de récit, je le souligne, dans ce type de récit, ce que les hommes souhaitent en se groupant en société est de permettre aux plus faibles de protéger leurs biens, c'est-à-dire de donner à chacun le sien. Donc, ce type de récit n'est pas neutre quant au contenu même du droit. Ce n'est pas seulement n'importe quel droit, mais ça a une influence sur le contenu du droit. C'est comme dire que cette vision de l'origine de la cité implique un lien génétique et indissoluble entre le droit et la propriété, d'une part, et
a comme principe l'égalité de tous devant la loi. Et pendant ces journées, j'ai remarqué plusieurs citations, par exemple de Montesquieu ou de Paine, Thomas Paine, où on parle justement du lien entre la propriété et l'origine de la civilisation. Donc vous voyez quel est disons, le lien possible entre ce type de pensée. Donc nous voilà arrivés à la fin de nos parcours. Avant d'être employé en français, le mot civilisation l'a été en anglais, notamment par John Davis, qui l'a façonné au cours de son travail de traducteur. Cette découverte relativise l'importance de la naissance du mot en 1756 et de Mirabeau, qui n'a fait que donner un nom à une idée déjà bien présente. Cette idée trouvait un appui puissant, entre autres, dans les anciens récits de l'histoire de l'humanité. Dans leurs deux visions ascendantes et descendantes, ces récits avaient comme point commun la naissance du droit, mais les droits, dans ce type de représentation, dont ils constituaient les pivots incontournables, avaient un contenu bien précis. Ils servaient à protéger la propriété. Et donc j'espère que cette excursion dans le temps nous aura prouvé que garder un contact avec la culture ancienne maintient son utilité, car la modernité s'en est nourrie, et je pense que ce lien vivant avec notre passé culturel peut maintenir notre esprit critique. Merci.